Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. Alors là, vous allez voir, ça porte vraiment son nom. On a le clash des générations. On a 2 trentenaires, à peine. Un peu moins même. Oui, hein, je sais bien. Et on a 2 soixantenaires. Pas novice. Oui, voilà. Un peu plus même. Et même un peu plus. On sait où voilà, le donc clash on va a les partir. boomers d'un côté, on a la génération Z de l'autre. Il me semble que c'est comme ça qu'on vous nomme. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Et donc, on commence par un nouveau qui s'appelle Alexandre Achard. Alexandre Achard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous ? Je suis référent pour le mouvement jeunesse des Patriotes. Oui. Je suis aussi... Les Patriotes, pour ceux qui ne savent pas, c'est Florent Philippot. Florent Philippot, évidemment. Et je suis aussi référent dans les Hauts-de-Seine. Très bien. Bienvenue à bord. Merci. Alors, monsieur Édouard Binat, l'actuel président de la Cocarde étudiante, un syndicat patriote dans les universités qui a pour but de défendre la liberté d'expression et les valeurs françaises au sein de nos établissements, aujourd'hui bien gangrénés par la gauche. Ouais. Je suis actuellement étudiant en dernière année d'affaires européennes à Sciences Po Lyon, université aussi un peu gangrénée par le gauchisme, et je viens participer à cette émission Tête à Clash et je vous remercie pour l'invitation. Bienvenue à bord. François Martin, on ne vous présente pas. Ok. Pas la Si, un peine. petit peu quand même. Pas la peine. Ok. Géopoliticien, essayiste, 40 ans de commerce international, père de 5 enfants, voilà, conseiller municipal des Yvelines. Ok. Voilà, et 2 livres à mon actif et Beau pédigré. je prépare le 3e. Enfin, j'en ai déjà écrit 3 en fait, et je prépare le 4e. Ouais. Excellent. Donc, il va y en avoir un qui va sortir dans pas longtemps. Début de l'année prochaine. Très bien. Sur la Parfait. France. Sur la France. Ah oui. Et Philippe Pasco. Bon, Philippe Pasco, petit éveilleur de conscience, petit scribouillard. J'ai commis une dizaine de livres de lutte contre la corruption en France. Voilà, je défends le pauvre et l'orphelin. De gauche, mais pas n'importe quelle gauche. D'accord. Surtout pas la gauche merdique. Qu'est-ce que je peux dire On d'autre? prendra qui veut. 6 enfants. 6 enfants. Ouais. Ah, il a fait Ah oui, ça, j'avais pas repéré. si fort. Bah, c'est pas grave, je t'en veux Ouais. pas. Hein. Et j'arrête là. Je les connais pas tous. Tu en connais quelques-uns? Oui, j'en connais quelques-uns. Et, voilà. Ok. Et puis, Et rescapé d'un certain nombre de problèmes de santé qui Oui, ont oui, expliqué oui, ça ton arrive. absence de l'antenne pendant oui, plusieurs mois. quelques tendons pétés, coiffe Ouais. rotateur, un début de septicémie, mais ils n'ont pas réussi à m'avoir. Bon. Je suis encore là. Ok, absolument. Et on est très content de te retrouver. Alors, les sujets, c'est premier sujet, la pétition de Philippe de Villiers sur l'immigration. Et on va en voir son impact, on va en voir les raisons, on va en voir surtout si ça va aboutir à quelque chose. Ça, c'est le premier sujet. Et c'est le deuxième, c'est Trump. Trump et la paix. Et on va vraiment se demander si ça sert à quelque chose que Trump parle de paix tout le temps. Et qu'il revendique d'avoir fait la paix dans 7 conflits. Et surtout, on va voir s'il va réussir à, d'une manière ou d'une autre, régler les 2 qui nous préoccupent, l'Ukraine et Gaza. Allez, à tout de suite. Au sujet de la pétition lancée par Philippe de Villiers. Alors, cette pétition, elle a pas mal de succès, puisqu'il y a 15 jours, on en était à moins... Enfin, d'ailleurs, c'était même pas il y a 15 jours. C'est il y a une semaine, on en était à 1 million de signataires. Et là, on approche les 2 millions. On était à 1,7 million, je crois, il y a 3 jours. Donc vraiment, c'est une pétition qui remporte un grand succès, qui néanmoins a eu de nombreuses polémiques, et pas seulement de la gauche, contrairement à ce qui est dit, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets sur la validité des signatures, mais néanmoins, ça fonctionne. Donc ça, c'est un premier signal. Et le deuxième signal, c'est la signature, la pétition sur l'immigration appelle à la constitution d'un référendum. Et on va voir si un référendum est possible sur cette question. Les réponses diffèrent selon les constitutionnalistes. Et puis, quelles questions on pourrait poser? Allez, qui commence? J'ai oublié de demander. Alors, ça va être un de vous deux. Vas-y. Ok, Édouard. Sur la pétition sur l'immigration, je trouve ça assez agréable de voir que le sujet est de nouveau poussé sur la table et qu'on a cette pétition à maintenant plus d'1 million de signatures. Mais c'est largement passé le temps des pétitions. Lorsqu'on voit l'état de la France actuellement, lorsqu'on voit le fait que les frontières sont toujours ouvertes et que n'importe qui peut rentrer et se faire expulser, revenir, dire que les prisons sont remplies d'étrangers, à un moment, il faut passer à autre chose que des pétitions. Il faut un référendum. Il faut un référendum sur l'immigration. La pétition est le préalable au référendum. Oui, C'est comme dans la loi Duplon. Mais le souci, c'est que
ce n'est pas. Il faut arrêter de juste parler de pétition. Il faut exiger ce référendum. Il faut le marteler. Et les pétitions, il faut les faire pour chaque individu. Lorsque j'étais à Sciences Po Lyon dans ma première année, je suis arrivé et je suis allé toquer à la porte du premier groupe de gauche pour aller voir un peu comment il fonctionnait. Et là, on envoie dans le groupe une pétition à signer pour le maintien d'un OQTF. Et je lui demande, mais est-ce que les pétitions ont réellement un intérêt? Est-ce qu'elles permettent réellement d'obtenir quelque chose? Et là, le responsable de ce groupe de gauche m'explique, oui, avec 80 signatures, on arrive à faire plier la préfecture et à garder... Et donc, ils avaient un petit groupe où ils étaient à peine une centaine. Ils signaient chacun, c'était les mêmes, qui signaient toutes les pétitions et ils faisaient maintenir chaque OQTF parce qu'ils la soumettaient à la préfecture qui disait « Ah non, 80 personnes ont signé, donc on doit le garder. » D'accord. Et ça, à un moment, c'est peut-être aussi le problème, c'est qu'on peut faire... Donc, ce que vous déplorez, c'est que certaines pétitions ultra locales Minoritaires. fonctionnent et qu'une grande pétition comme celle organisée par Philippe de Villiers n'aboutit à rien. Mais oui, c'est ça que vous êtes en train de dire? Macron n'écoute pas le peuple. Macron n'a pas écouté les Gilets jaunes. Macron n'a pas écouté les résultats des élections législatives, des élections européennes. Macron ne souhaite pas dissoudre l'Assemblée nationale aujourd'hui parce qu'il a peur des Français. Macron ne va pas écouter une simple pétition. Ce qu'il faut faire actuellement, et ce qu'il faudrait faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une pétition pour le maintien d'un OQTF à 80 signatures, nous devrions faire une nouvelle pétition avec 2 à 3 fois plus de signatures pour dire que cette personne-là a brisé la loi. Mais rien ne vous empêche d'organiser une contre-pétition pour celle sur l'OQTF. Là, excusez-moi, mais on va quand même s'élever entre 80 signatures et 1,7 million, 2 millions. On est sur des chiffres et des enjeux qui sont quand même très différents. La question que je vais poser, et je vais vous la poser à vous deux, et on va alterner les côtés jeunes-vieux, on va dire. Est-ce que l'immigration est une vraie préoccupation des Français, Philippe? Moi, j'en suis pas sûr. Allez, la préoccupation de certains Français. Et pour revenir à la pétition de Philippe de Villiers, c'est un bon coup de com', quoi. On sait pertinemment, et je suis d'accord avec toi, les pétitions aujourd'hui, ça sert à rien. Par contre, c'est sûr que quand une pétition est appuyée par CNews, que c'est redondant à la télévision dans des médias entre guillemets contrôlés, il est évident que ça marche. Maintenant, le contenu de la pétition 1,6 million, moi j'ai jeté un petit œil, j'ai découvert que Trump l'avait signé, dis donc. Donc ça me pose quand même quelques problèmes par rapport à la validité de certaines signatures, même si je sais que depuis, ils ont resserré un peu la ceinture et que maintenant plus personne ne peut signer 2 fois. Donc c'est un bon coup de com' de Monsieur de Villiers. Je précise quand même que c'est juste avant la sortie de son livre. Donc en plus, c'est encore un deuxième bon coup de com' pour mettre un petit peu les phares sur lui. Quant à la validité... Et le fait que ça serve à quelque chose, j'ai peur que ça ne serve à rien. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 2 millions de personnes dans la rue, vous pouvez avoir une pétition à 2 millions de signatures. Au-dessus de nous, ils s'en foutent. D'accord. Je ne partage pas ça, ni l'un ni l'autre. François Martin. Je pense que c'est... Ni le point de vue de... Ok, on y va. Je pense que le problème, c'est pas la pétition, le problème, c'est le régime dans lequel on est. Ça, le régime. Je me souviens quand j'étais en 80 en Pologne, les Polonais me disaient il se passe quelque chose de grave dans notre pays parce que pour la première fois à la télévision, on a prononcé le mot de grève. Donc le problème, c'est que dans un... En 80, on était donc 8 ans avant le départ de Jean. Le problème, c'est que dans un système de glaciation qui est celui dans lequel on est, il faut forcément qu'il y ait des petits arbres ou des petites plantes qui passent à travers la glace et qu'on regarde. Et il faut que ça soit des symboles. Il faut que ça soit donc cette pétition est un symbole pour vous ou... Bien évidemment que c'est un symbole, mais je veux dire, il ne faut pas s'étonner que je ne dis pas du tout que ça n'a pas d'importance. Je dis que le système fait que aujourd'hui elle a 2 millions, le jour où elle aura 4 millions, 5 millions, on ne pourra pas ne pas en parler. Donc il faut continuer, mais il faut multiplier ce genre de symboles de façon à ce que, comme à l'époque, on dise il y a quelque chose qui se passe et que ça perce l'indifférence générale. Donc, je pense que c'est utile, mais le fait que ça n'ait pas d'impact réel immédiat ne m'étonne pas du tout. Il faudra des dizaines et des dizaines, je pense, de choses comme ça pour faire éventuellement exploser le système. Comme Solzhenitsyn disait, ce qui fait les révolutions, ce ne sont pas les revendications fortes, ce sont les régimes faibles.
Donc le but, c'est d'affaiblir le régime. C'est pas la revendication qui compte, c'est l'affaiblissement du régime que l'on fait à travers ça et beaucoup d'autres choses. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire plier le régime actuel, c'est-à-dire la Ve République? Oui. Si c'est ça dont vous parlez, Oui. ou si vous parlez juste de la présidence d'Emmanuel Macron. Je parle de la présidence d'Emmanuel Macron et de la Ve République, qui n'en est pas une. Je rappelle que la Ve République, c'est un régime, c'est une monarchie républicaine avec un président élu pour 7 ans, et qu'on a émasculé cette Ve République en faisant un régime à 5 ans, et on a désacralisé le monarque. Et depuis cette époque, on a donné le pouvoir aux oligarchies et aux copains et aux coquins que Philippe connaît bien. Et c'est, à mon avis, la raison pour laquelle la corruption, à tout point de vue, est le cœur même de notre système. C'est ça, le système dans lequel on est aujourd'hui. Donc, il faut revenir. Mais la seule façon, c'est de démonétiser, je dirais, le chef des voleurs qui est à la tête et qui n'est pas un chef d'État. C'est un chef de voleurs aujourd'hui. Alors, on se ressente sur la pétition Oui, mais on est dedans, parce que c'est un appel à un référendum. Hein. Je voudrais... Oui, mais ça marchera pas. Il y en a un qui n'a toujours pas parlé, Alexandre Achard. Donc, cette pétition, certains en doutent, en gros, sur l'utilité d'un côté ou l'impact dans un premier temps. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, derrière, il y a un appel à un référendum. Est-ce qu'un référendum, c'est une chose utile? Et est-ce que c'est une chose praticable? Alors, les référendums, je pense qu'effectivement, c'est très utile. Tout ça en 10 secondes. Hein. Il y a une question, donc au moins, c'est très clair, on ne s'éparpille pas dans le débat. Ce serait quoi, cette question? Pardon, parce que pour moi, elle est pas simple à formuler, il me semble. Effectivement, je pense que ce serait assez complexe, parce qu'il y a de nombreuses manières d'obtenir la nationalité française en France. Donc, on pourrait, dans le référendum, mettre celle-ci, est-ce qu'on l'enlève, celle-là, non. Ça pourrait être des quotas d'immigration. Il y a énormément de possibilités. Ça peut être la question du regroupement familial. Enfin, ça, c'est subordonné à l'Union européenne, mais comme ceci dit, beaucoup de choses, puisqu'on est dans l'espace Schengen. Mais ça pourrait être tout ce type de sujet. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est le principe. Philippe disait qu'il avait des doutes sur les signatures et sur l'efficacité. Alors, mais je pense que de toute façon, on peut discuter de Trump qui a signé ou pas, mais on sait que c'est important pour les Français. Oui. Tous les sondages le montrent. Et surtout, on sait que ça fait 30 ans que les Français ils sont opposés à l'immigration massive. Ça fait 30 ans qu'on en a. Donc ça doit interroger. On est dans une démocratie, normalement, s'il y a une majorité claire qui veut que quelque chose commence ou s'arrête, normalement, ça devrait s'opérer. Et je pense d'ailleurs que ceux qui maintiennent l'immigration massive, alors que les Français sont contre, jouent avec le feu. Ils vont créer des tensions. Et franchement, je pense que... gouverné par le chaos. N'importe quel patriote, même, j'ai envie de dire, même s'il est favorable à l'immigration, on devrait finalement s'y opposer, ne serait-ce même que pour des motifs démocratiques. Même si de nombreux chefs d'entreprise, et en témoignent, je pense juste aux vendanges, qui disent « mais sans immigration, on s'en sort pas ». Au restaurant. Au restaurant qui disent « mais sans immigration… » Il n'y a plus de Philippins pour faire les cuisines. Mais comment on faisait avant? Dans les grands hôtels. Dans les grands hôtels. Comment on faisait avant? Oui. C'est une bonne question. Comment on faisait avant? Mais avant, c'était quand? Pour vous? Déjà, l'immigration massive, comme on le voit, elle n'est pas arrivée, on ne l'a pas eu depuis 3000 ans. Mais il y a toujours eu de l'immigration. Non, il n'y a pas toujours eu de l'immigration. Tu es un peu jeune pour le savoir, mais rappelle-toi les Russes, rappelle-toi les Portugais. Il y a eu des vagues d'immigration en France depuis les Polonais. Le problème, c'est pas l'immigration, c'est l'intégration. C'est un problème. Et en plus, le deuxième problème, c'est quand la société va bien, il n'y a pas de problème d'immigration. Il n'y a pas de problème. Quand tous les Français peuvent manger à leur faim, il n'y a pas de problème. Quand tu peux payer tes impôts, il n'y a pas de problème. Quand tu peux envoyer tes gosses à l'école, il n'y a pas de problème. Quand tu peux aller à l'hôpital, il n'y a pas de problème d'immigration. L'immigration n'arrive que parce qu'en France, la France va mal. Alors, à ce sujet, moi aussi, je suis sur ce terrain-là et j'ai regardé un sondage qui est fait tous les mois depuis des années par BVA Ipsos et qui s'appelle « What worries the world ?» Qu'est-ce qui préoccupe le monde? S'il y a 30 pays dans le monde qui sont testés sur ce qui préoccupe les gens. Et il y a aussi un sondage dans ce sondage, qui est vraiment un sondage qui rassemble des centaines de milliers de gens sondés dans ces 30 pays, qui sont pensez-vous que les choses vont aller mieux dans votre pays ou moins mal? Sur les 30 pays, la France est l'avant-dernier. Ouais. Okay. Avant la France, c'est la Hongrie. Et après la France, c'est
ça va je ne sais plus. Bon, c'est idiot. Hongrie, mais dans tous les cas, Hongrie 28e, France 29e. Le premier pays qui pense que ça va aller mieux, c'est Singapour. Et donc on a dans le trio de tête que des pays asiatiques, ou dans les 10 premiers, quasiment que des pays asiatiques, sauf l'Argentine. Et dans les 10 de la fin, il n'y a que des Européens et des pays d'Amérique du Sud. Autrement dit, ça va dans votre sens, les Français ont une vision très pessimiste de leur futur et du coup, ils ont peur de l'immigration. Et donc, tu te refermes sur toi-même. Oui. Le problème, à mon avis, c'est pas ça. Oui. C'est pas exactement ça, je dirais. Un pays, un État a 3 missions régaliennes. Il en a 3. L'ordre, la justice et la maîtrise de ses frontières. Oui. La maîtrise de ses frontières, c'est pour les ennemis ne rentrent pas. L'ordre, c'est pour qu'à l'intérieur, on se tape pas dessus. Et la justice, c'est pour que les pauvres ne soient pas écrasés par les riches. Merci pour ce recentrage. Voilà, ça, c'est les 3. Oui. Donc, quand ça marche pas, il y a un problème et le peuple ressent le fait que l'État ne remplit pas son travail. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'ordre, si on regarde. Il n'y a pas de justice, puisqu'il y a une fracture sociale qui est totalement béante. Et on ne maîtrise pas ses frontières. Le problème, ce n'est pas l'immigration, mais la non-maîtrise des frontières. C'est ça le problème. En Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe que je connais parfaitement, l'immigration est totalement massive, mais elle est totalement contrôlée. Elle pose de problème à personne. Il y a 80% d'immigrés en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de problème parce que c'est maîtrisé. Même Et si nous, on n'a pas forcément envie d'être un émigré en Arabie Saoudite, je suis bien d'accord. on confisque un Le passeport, problème, qu'on c'est que esclavagise. pensent les nationaux dans le pays de leur État. Oui. Aujourd'hui, ce que pensent les Français de leur État, c'est que le pays est une passoire. Et bien ça, c'est ressenti comme profondément contraire aux missions régaliennes, qui est le contrat moral que toi, tu as passé avec ton État et que ton État a passé avec toi. C'est ça le problème. S'il y avait une immigration qui était contrôlée, choisie, et qu'on disait, bon, mais il faut tant de personnes dans le bâtiment, etc., il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que tu as des types qui rentrent alors qu'on ne leur a pas demandé de rentrer, qui arrivent et qui te disent, moi, je viens me payer chez toi parce que toi, tu m'as pillé quand j'étais ta colonie, etc., avec le discours victimaire, etc. Donc, on crée des métastases sociales extrêmement graves, mais il vient du fait que l'État n'a pas rempli son contrat. Pour aller dans votre sens, Voilà. François, dans ce fameux sondage What Worries the World, centré sur la France, la première inquiétude des Français, c'est la criminalité. Donc c'est vraiment un des items que vous signaliez. La deuxième, c'est l'inflation. Le troisième, c'est la santé. Le deuxième que je disais. C'est la santé, pauvreté, inégalité. Oui, Donc on est... Et l'immigration arrive en quatrième à égalité avec le changement climatique. On est dans avec les le 3 chômage. missions régaliennes que l'État ne remplit pas. Voilà. Exactement. Donc, ça confirme bien ce que vous dites. Oui. Et la- Une réaction? Oui. La question, c'est aussi Édouard. pourquoi est-ce que l'État ne remplit plus ses missions? Pourquoi est-ce qu'il n'assure plus la sécurité des Français? Il n'assure plus la justice pour les Français? Tout simplement parce que les gouvernants s'en fichent. Les gouvernants, ils sont occupés à se remplir les poches parce que ils se font élire, ils s'en mettent plein les poches, ils repartent et ils font ça depuis des années en se disant c'est pas grave, je passe la bombe au prochain et elle finira bien par exploser sur quelqu'un. Cher ami. Ils Si. s'en fichent pas du tout. Ils organisent les choses de telle sorte à ce que le système devienne un système de prédation. Ils s'en fichent pas. Tout le système a été organisé par eux de cette façon-là. C'est pas qu'ils s'en fichent. C'est que ils ont un mode de fonctionnement qui inclut la façon dont le peuple est géré, dont le peuple est invisibilisé, mais c'est conscient et volontaire. C'est pas juste le fait qu'ils s'en fichent. C'est pire que ça, je veux dire. Moi, je pense plutôt que c'est... Attendez, juste une chose, Édouard Bina, le fait que les élus ou les gouvernants s'en mettent plein la poche n'est pour l'instant pas prouvé. Hein. Il y a quasiment aucune. Alors, Si, moi, je l'ai prouvé dans mes livres. on pourra en rediscuter, mais il y a très peu, si ce n'est aucune condamnation de dirigeants. Ça veut Et pas on a dire la même plutôt, chose. c'est vrai. C'est quand même indicatif, mais bon. Et deuxièmement, les personnes que je connais qui ont été ministres disent toutes, je me suis appauvri pendant l'exercice de mon ministère. Ça, c'est pipeau. Mais enfin, lis les Ah, c'est liquidateurs, lis le livre de correspond Marleix. pas à ce C'est que comme j'ai, ça. hein. Les élus, quoi. Et j'ai 25 ans d'élus derrière moi qui disent non, moi je veux pas aller aux élections. Si j'y vais, c'est parce qu'on m'a demandé d'y aller. Moi, je veux pas y aller moi-même. C'est des menteurs. La soupe est tellement bonne. Ah oui. Est tellement bonne que ces gens-là, une fois qu'ils sont dedans, ne veulent plus ne pas manger la soupe. Et dire que les gens s'appauvrissent, etc.
Moi, j'ai du mal à le croire. Hein. Dupont-Maserati, je peux en parler longuement. Mais Dupont-Maserati, c'est pas appauvri. Hein. c'est son argent, il l'a gagné du temps où il était un avocat star Oui. et qu'il était payé 1 000 € de l'heure, j'imagine, choses comme ça sur ses consultations. C'est que, OK, un élu, globalement, sur sa feuille de paye d'indemnité, il gagne pas grand-chose. Mais c'est tous les à côté qui Ça, sont c'est hyper certain. intéressants. Ça a été prouvé il y a très longtemps. Je le prouve. Bien sûr. Je l'ai écrit. Et donc, c'est des parasites, en fin de compte. C'est qu'en fin de compte, ils ne dépensent rien, ils ne payent rien. Moi, le premier, je l'ai vécu. Certain. Tout ce qu'il gagne, c'est de l'argent. Moi, il fallait que je me batte pour payer une note de restaurant quand j'étais président de la formation professionnelle. Et on oublie ce genre de petits détails. Quand vous ne payez pas votre téléphone, quand vous ne payez pas votre voiture, quand vous ne payez pas votre chauffeur, quand vous avez un appartement de fonction, quand on vous offre vos vêtements, quand vous avez des frais de représentation, qui des fois, vous vous faites rembourser 3 fois le même repas. Et ça, c'est bonheur. rien. Et on me dit qu'on s'enrichit pas. Bonsoir Martin. Et ça, c'est rien, parce que ce qui là où vraiment, c'est que tu es au cœur d'un système de pouvoir où tout fonctionne par relation. Après, quand tu vas dans les cabinets d'avocats, ou que tu travailles avec des cabinets d'avocats, ou avec des grandes banques, et que tu organises Cabinet de conseil. regarde dans le dernier livre de Marlex, Les liquidateurs, et j'attends celui qui va sortir, la liste des entreprises que le régime Macron a bazardé. Il y a les commissions qui sont payées sont dans ces affaires, ce sont des dizaines ou des centaines de millions. Et ça, c'est réparti Là, vous parlez des banques d'affaires qui font les deals entre grandes entreprises. Ça, mais quand tu es un homme politique et que tu as été au cœur du pouvoir parce que tu as été directeur de cabinet du ministre des Finances et puis que tu passes chez un cabinet d'avocats, etc., là, tu ramasses. Ça, c'est autre chose, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'enrichissement ne se fait guère pendant l'exercice du pouvoir. C'est le réseau qui se fait aussi pendant l'exercice du pouvoir. Madame Ségolène Royal, qui a été ambassadrice des... Oui, on parle. J'ai un dossier comme ça sur elle. Qui a été ambassadrice des pôles, elle criait partout sur tous les plateaux de télé qu'elle était bénévole. On est d'accord? Ah ouais, elle avait juste 200 000 € de frais de représentation par an. Monsieur Bayrou, ex-premier ministre, qui a donc été le directeur du plan bénévole, il le disait sur tous les plateaux. Il avait un petit reliquat de 500 000 € par an à dépenser. Donc c'est facile d'être bénévole quand on a 500 000 € à disposition. Bien sûr. Et discrétion. Oui, surtout, il y a un risque, parce que comme il y a cumul des fonctions, vous avez raison, il y a risque que ce repas il soit remboursé par tel institut, puis par tel autre, sur tel et tel budget. J'ai les preuves de certains députés qui se font rembourser 3 fois dans le restaurant. Et ça, Madame Rachida Dati, je termine là-dessus, avait 10 téléphones à un moment donné payés. 10 téléphones payés par son parti. Et ça, c'est que l'officiel, parce qu'il y a tout l'officieux derrière dont on ne parle pas. Tout l'officieux qui est la grosse part du truc, évidemment. J'ai quelqu'un de ma famille qui avait une amie qui était une énarque de haut niveau et qui travaillait dans un ministère, le ministère de l'équipement, pour pas le dire. Elle a fini par se suicider parce qu'elle avait un gros poste et elle voyait arriver tous les jours des gens qui disaient « Ah, mais moi, je viens travailler avec un tel. » parce que c'est un copain, etc., et qui détournait les appels d'offres pour faire des opérations de gré à gré sur lesquelles il y avait 100 000 €, 200 000 €, 300 000 €, 500 000 € de commissions. Les commissions ruissellent de partout. Et tous les gens... C'est tellement facile aujourd'hui d'avoir des comptes offshore. Tout le monde a des comptes offshore. Regarde ce qui se passe en Europe. On a vu ce qui se passe avec Van der Leyen. Alors écoutez, on ne va pas rentrer dans ces détails techniques parce qu'il y a un organisme de contrôle. Mais il y en a un qui a très peu parlé, et je voudrais quand même lui laisser la parole, d'autant plus qu'Alexandre, sur ce sujet de la pétition de Villiers, sur le référendum, c'est vous qui allez conclure. Donc là, c'est sur la thématique de l'immigration. Ouais, sauf si vous pensez que la thématique de la corruption est liée d'une manière ou d'une autre. Non, j'ai l'impression qu'on a un peu dérivé. Je pense ça, mais on parle de corruption, des élus qui s'enrichissent. Je ne nie pas que ce soit un problème, même un gros problème, mais je ne pense pas que ce soit le problème qui faille que tout ça mal. Je pense plutôt que c'est un manque de courage politique. Sur la fragmentation, par exemple, culturelle, c'est parce que, entre autres, il y a beaucoup d'immigration. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques n'ont pas le courage de s'y opposer à cause du chantage au racisme, au fascisme de la gauche. Sur l'économie, pourquoi l'économie va mal ? Parce qu'on a une monnaie qui est, j'en reparlerai tout à l'heure, qui est artificiellement surévalué. On a un prix de l'électricité qui est artificiellement surévalué, beaucoup de charges, etc. Pourquoi ils n'osent pas s'attaquer à l'Union européenne ? Pour des raisons électorales et aussi ils se sentent très européens. Donc moi je pense que c'est surtout, avant effectivement le fait qu'ils s'enrichissent quand même beaucoup, c'est surtout un problème de courage politique. Donc pour en revenir à l'immigration, voilà, tous les Français sont contre. Il y a même un témoignage qui indique que même Emmanuel Macron aurait dit si ça tenait qu'à moi, il y aurait moins d'immigration. Mais voilà, pour moi il y a un manque de courage des politiques
politique sur cette question et les les Français sont arrange. contre, il faut y aller. Ça les arrange économiquement, ça les arrange. Les patrons, c'est vrai. Les politiques, ça les arrange l'immigration. C'est un bonheur. Pendant que les gens parlent de ça, on s'occupe pas du reste. Encore une fois, je le répète, c'est pas l'immigration qui est un problème, c'est l'intégration qui n'a pas été effectuée en France depuis 30 ou 40 ans. Ouais, mais Il l'intégration, est anormal c'est en beaucoup France. Et d'immigration. moi, j'en ai rencontré. J'étais encore il y a pas longtemps sur une ville où j'ai rencontré une Marocaine qui est en France depuis 35 ans. Elle parle toujours pas français. Mais c'est parce Il y a qu'on quand même un assimile problème. Des individus à un peuple. On n'a rien Mais on n'assimile assimilé. pas des Problème peuples à des peuples. C'est une question de quantité. Si Et l'immigration, encore une c'était fois, 20 000 personnes si par an le diplômées, BTP il n'avait n'y aurait pas pas pu de problème. utiliser l'immigration, je Ah peux bah dire qu'en France, il y aurait eu des problèmes de bâtiments. Si les grands restaurants sur les Champs-Élysées ne pouvaient pas ne pas payer, ne pas déclarer leurs envoyés, si dans les grands hôtels, entre guillemets, On payerait les gens correctement. Ça on serait très payait bien. les gens correctement, il y aurait vachement moins d'immigration si les gens... Parce que pourquoi aujourd'hui il y a de l'immigration, par exemple, dans les éboueurs? Et encore, ça revient parce que c'était mal payé, les enfants. Ah oui, bien Si sûr. les patrons, si les politiques mettaient sur la table, parce qu'il y a de l'argent, il y en a, faut pas qu'on me dise qu'il n'y en a pas, et qu'on payait bien les gens, ces boules-là seraient pas pris, seraient pas payés. Si on tapait sur les doigts, tapait vraiment sur les doigts, des gens qui utilisent de l'immigration, entre guillemets, malhonnêtement. Clairement, il n'y a pas de guillemets. Or, c'est aujourd'hui, il n'y a honnête. pas de contrôle. Il y a un contrôle. Les contrôleurs, il y en a de moins en moins. C'est très difficile de Cette dire ça. rhétorique, elle est partiellement fausse quand on voit que aujourd'hui la population d'origine immigrée en France travaille largement moins que la population native. Et on prend les statistiques au niveau européen, on va voir que ces personnes non Largement seulement- moins, c'est exagéré. Oui. Mais moins, c'est la vérité. Oui. Hein, Et c'est- tu trouves c'est la moins de vérité. travail quand tu t'appelles Mohamed, faut le Mais savoir aussi. voilà. Mais à ce moment-là, pourquoi on les laisse rentrer s'ils ne peuvent pas travailler et s'ils c'est n'ont pas pas de pour raison les- de travailler? On les laisse rentrer parce qu'ils veulent bien laisser rentrer les politiques, parce que c'est l'organisation d'un chaos. Le Et nous contrôle sommes- des frontières, nous pardon, sommes c'est un dans autre une- sujet. ouais, nous sommes dans C'est une un autre mondialisation. Donc de toute manière, même si tu tapes sur la tête, etc., à un moment donné, on ne pourra pas fermer les frontières. Parce qu'on est dans une période de mondialisation On peut fermer les économique. frontières. Si Mais on non. veut, on peut. Bah, oui, Trump oui. le prouve. Non, Trump, il prouve rien du tout. On Trump va ne prouve parler. pas grand-chose en l'espèce sur ce truc-là. rien du tout. mais Sur ce sujet, oui, je pense que pourra- c'est un des seuls où il prouve, effectivement. On va, très bien. Donc, même là-dessus, les avis divers. Si on On se ferme les retrouve. frontières, les gens vont pas. Les avis divergent. On se retrouve dans quelques secondes, parce qu'on a largement explosé le temps du premier sujet. On se retrouve pour le deuxième. À tout de suite. Trump et la paix. Alors, pour moi, il y a quantité de sujets derrière ce thème, Trump et la paix. La veut-il vraiment? Et de quelle paix on parle? Quand il revendique le prix Nobel de la paix, ce qui fait pas mal sourire, que veut-il vraiment? Peut-il l'avoir? Récemment, à l'ONU, il a fait un discours fleuve de 50 minutes dans lequel il revendique d'avoir réglé 7 sujets, je les ai listés, de conflits entre des pays et qui, grâce à lui, n'auraient plus lieu. Donc il y a énormément de choses à dire sur Trump et la paix, et c'est François Martin qui commence. La question est bien posée, François? Oui, tout à fait. Je vous remercie. Oui. Le problème de Trump, c'est qu'il est en même temps celui qui promeut la paix Oui. et qui dit qu'il promeut la paix et qui s'est fait élire sur le fait qu'il allait promouvoir la paix, Ouais. puisque c'est une des revendications principales de son mouvement MAGA. Et il est en même temps celui qui promeut la guerre. Donc en fait, il n'a pas choisi, soit que dans sa tête, il n'est pas choisi, soit que, je ne sais pas laquelle des deux explications est la bonne, qu'il fasse à ses ennemis de l'intérieur le coup du général de Gaulle à Mostaganem quand il dit « Vive l'Algérie française ». C'est-à-dire, il dit ce qu'il ne pense pas parce qu'il essaye de surfer et d'affaiblir ses ennemis jusqu'à ce que les conditions lui permettent, avec l'opinion derrière lui, de renverser la table et de dire le contraire. Sauf qu'un président Je prends- américain, c'est 4 ans Je prends deux et des exemples. élections midterm, Oui. hein, Je prends deux exemples. L'un, c'est la guerre en Ukraine. bien sûr. À la fin de l'entrevue d'Anchorage, elle est gagnée. Il suffit qu'il arrête, qu'il dise à Zelensky, maintenant tu vas à Moscou et puis tu te débrouilles avec l'autre pour lui donner les territoires que de toute façon il considère comme les siens. Et on s'arrête là et je te coupe l'argent et je te coupe la couverture satellitaire. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé. Non, il est allé, d'abord il les a fait revenir, il a fait ressortir
Zelensky de la boîte et il lui a promis 100 milliards de payés par les Européens, 100 milliards de Et là, marchandises. cette nuit, il dit encore autre chose. Est-ce que le problème... Et donc, du coup, il a relancé le processus qu'il avait lui-même arrêté. Donc, il était contradictoire. C'est Monsieur Zigzag, en fait, Trump, Exactement, exactement. Soit qu'il soit fourbe, soit que dans sa tête, il n'ait pas choisi ce qu'il veut faire. Donc, il fait une politique néocon alors qu'il s'est fait élire comme un anti-néocon. Ça, c'est pas clair. Même chose avec l'Iran, puisque le vrai problème, c'est l'Iran. Et même chose avec Israël, c'est pareil. Dites ça aux gens à Gaza, ils ne pensent pas que l'Iran soit le premier problème, hein, mais j'entends. Je termine. Oui. Vis-à-vis de Gaza, avant même de se faire élire, il dit maintenant on fait le cessez-le-feu. Bon, on voit où on en est aujourd'hui, alors que Israël a fait péter le cessez-le-feu. Même chose avec l'Iran. Il fait 6 rounds de négociations et après, soit qu'il est préparé à l'avance, soit qu'il est laissé faire. Il laisse les Israéliens les taper sur l'Iran et déclencher une guerre de 12 jours dont Israël est sorti extrêmement affaibli. Donc, il est contradictoire. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. D'accord. Le problème de Trump, c'est ça aujourd'hui. OK. Trump, Moi, je pense qu'au niveau de Alexandre Trump, Achard. en tout cas pour l'Ukraine, il y a une tension entre 2 voire 3 aspects. Premièrement, c'est que économiquement, ça lui bénéficie beaucoup la guerre en Ukraine. Il vend des armes aux Européens, qui vont les donner à l'Ukraine. L'Union européenne, les Européens augmentent leur budget militaire, donc ça va être plus de pression fiscale, tout ça, donc plus de compétitivité pour eux. Et aussi l'affaiblissement de la relation. vous oubliez qu'ils vendent des hydrocarbures. Hein. Oui, c'est ce que j'allais terminer par ça. L'affaiblissement des relations russo-européennes, c'est-à-dire qu'ils achètent moins d'énergie aux Russes. Donc le prix de l'énergie augmente, ce qui est très important dans la compétitivité. Et en plus, ça augmente pour acheter des hydrocarbures américains. Donc ils gagnent vraiment sous tous les aspects. En Donc plus, vous pensez que son intérêt, c'est pas du tout de faire la paix, en réalité. donc il y a cette tension. Économiquement, il n'a pas du tout intérêt à la paix, mais politiquement, par contre, il s'y est engagé. Et d'ailleurs, il s'était engagé à ce que relocaliser aux États-Unis, c'est mitigé sur ce point de vue, même si je pense que ça va marcher à long terme. La relocalisation industrielle, c'est un phénomène qui est très difficile. Autant on peut partir pour aller dans un autre pays, et je parle sous le contrôle, sous le regard vigilant de François, autant revenir et reconstruire des usines, c'est très très long. Il va y arriver petit à petit, je pense, mais donc pour l'instant, c'est encore en cours. Il avait promis aussi la Liechtenstein, on l'a pas eu. Donc là, il y a pas mal de promesses qui sont à moitié tenues ou pas tenues, et il a promis la paix. Donc il y a cette tension entre économiquement, il y a intérêt, et politiquement, par contre, lui, il a plutôt intérêt à la paix. Mais la guerre Israël, Gaza, Iran, et j'inclus volontairement le point de François parce qu'il est très juste, là, objectivement, il n'y a pas d'intérêt américain à ce que ce soit le chaos au Moyen-Orient, parce que avec les missiles envoyés à Doha, donc au Qatar, c'est la foi dans le soutien américain aux pays du Moyen-Orient qui est mise en cause. Donc si l'Arabie Saoudite, si le Qatar, si tous ces pays disent mais finalement les États-Unis, c'est ce que disait Trump cette nuit concernant Poutine, mais c'est un tigre de papier. Autrement dit, il n'est pas capable de tenir le chien Netanyahou en laisse pour éviter qu'il ne morde ou qu'il n'aboie. À quoi ça sert ? C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Ce qui est en train de se passer avec le rapprochement entre l'Arabie Saoudite, par exemple, et le Pakistan, qui ont signé un accord militaire qui était en discussion depuis longtemps, mais que Ben Salman tenait sous le boisseau. Il a été signé il y a 3 jours, suite à ça. Donc, il y a aujourd'hui, la Chine est le premier investisseur en Arabie Saoudite. Bon. Tous ces pays se posent sérieusement la question aujourd'hui de basculer dans l'orbite BRICS, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent, mais je pense que Trump peut précipiter le départ du Moyen-Orient dans l'orbite de l'Est, qui serait une catastrophe pour les États-Unis, qui ont toujours été les leaders depuis le Quincy, le célèbre pacte du Quincy entre Abdelaziz Ibn Saoud et le fondateur Roosevelt de la dynastie en 1945. C'est ça qui est le fondement de la force des États-Unis. Et ça, et
Israël qui était leur gendarme, comme tu dis. Mais s'il n'y a plus le Moyen-Orient qui s'en va vers l'Est, Israël tout seul ne tiendra pas. Donc, ils sont aujourd'hui, les États-Unis sont extraordinairement isolés. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à l'ONU. Il y a quoi, 150 pays aujourd'hui qui veulent la reconnaissance de la Palestine? 150. Je ne crois pas que Trump veut la paix. Je crois que Trump est un enfant gâté, qui fait des cacas nerveux, qui ne supporte pas qu'on n'obéisse pas à ce qu'il veut dans l'instant T. Et malheureusement, il fait comme tous les Américains, c'est-à-dire qu'il y a money is money. Il n'a qu'une vision à court terme de ce que peut rapporter tel ou tel truc. Donc je me rappelez-vous quand même, on a oublié, c'est quand même l'Amérique à un moment donné qui a financé Daesh et les talibans pour lutter contre les communistes. Donc ils voient que leur intérêt à court terme et jamais de vision à long terme. Donc en ce moment, ils s'en foutent. L'important, il fait du riz. Et on en a les preuves. Trump n'a jamais fait autant d'argent que depuis qu'il est président. À titre personnel. Ben oui. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que ses enfants. Non, mais on imagine Emmanuel Macron en train de faire de signer des contrats pendant des voyages officiels. Mais qu'est-ce qui serait dit autour de cette table? Je suis très étonné que personne, à part vous, ne s'indigne du mélange complet il y a plein de choses où on à s'indigne faire pas. Trump et Biden la famille. On ne s'indigne pas aujourd'hui de la façon dont... Pas à la même échelle. Bien sûr que si. On s'indigne pas Biden aujourd'hui l'avait que fait sur la Trump... question ukrainienne. Ouais. Non, mais Bien sûr que si. pardon. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que Mais il n'y a pas un empire Biden comme il y a un empire Trump, Mais bien avec sûr des que golfs, si. des hôtels et de la construction. Ça, c'est le truc facile. Oui, Biden, il faisait non, moi je regarde pas. Je veux dire, Biden, je lui fais pas de cadeau non plus. Aujourd'hui, c'est Trump. Donc je vais pas me servir de Biden pour l'excuser. Aujourd'hui, Trump fait du pognon pour lui, pour sa famille, pour son entreprise, pour un tas de choses. Et le reste, il en a rien, entre guillemets, excusez-moi du terme, rien à péter. Rien à péter. Il fait semblant. Et je lui dis, c'est un enfant gâté qui, depuis l'âge de 10 ans, est un enfant gâté, qui a monté un empire parce qu'il avait papa, maman et un tas de choses derrière, et qui fonctionne comme un enfant gâté. Et la vision du monde qu'il a, c'est qu'une vision personnelle, mais à court terme. Il a pris les risques, il a failli se faire tuer quand même. Oui, Ça s'est joué à. Et ça, c'est le jeu. Oui, mais Excusez-moi, ça, c'est le jeu. c'est aussi une manière qu'ont les Américains depuis très très longtemps. Hein. On peut remonter à Lincoln, mais régulièrement, des hommes politiques et des présidents américains sont assassinés. C'est très violent, les États-Unis, en termes de Très violent. criminalité comparé à la France. Oui, mais c'est normal. mais je veux dire, les c'est- armes sont en vente libre, Je pense pas que ce soit que ça. Ah, ça, écoute, c'est quand même plus facile quand C'est un ça. enfant de 8 ans qui peut se servir d'un gun, excuse-moi, quand il commence à 8 ans à être dans des stands de tir, il est évident que ça te forme un petit peu l'esprit à tirer n'importe où, n'importe comment. C'est vrai. Mais Charlie Kirk a été abattu par une arme qui serait littéralement achetable en France avec un permis de chasse. Oui, Ah, ok. Ce n'est pas Donc juste. en France, c'est un Et peu- je prends l'exemple de c'est un la peu plus Suisse. La compliqué. Suisse a quasiment autant d'armes par habitant que les États-Unis, et il n'y a pas du tout la même chose. Et quand on regarde le nombre de morts par balle aux États-Unis, on va se rendre compte que c'est majoritairement des suicides ou des gangs. Et en fait, c'est un problème. Vous parliez de l'immigration qui n'est pas vraiment un problème, c'est un problème d'intégration. Moi, je vous dis que le problème, ce n'est pas les armes à feu, c'est les personnes qui les ont et la culture derrière sur certaines choses. C'est-à-dire, c'est pas un Mais on problème. dit la même chose finalement. Oui, mais Non, c'est ce un que je problème suis en de train de dire. criminalité. Non, parce que c'était pas la manière dont vous en parlez. On dirait que le problème, c'est que l'Américain va aller au stand de tir et s'entraîne à Mais tirer. attends, moi, non, j'étais le aux problème. États-Unis il y a pas longtemps, entre guillemets, j'ai mis le pied sur un jardin, le mec il est sorti avec son fusil. J'ai mis un pied dans son jardin, je ne savais pas. Il se passe la même chose en France. Quand... Ah non, aujourd'hui, si. en Enfin, France, moi, Si, non. quand j'étais gamin et Non, que non, j'allais dans le champ du voisin et qu'il sortait avec le pétoire. Non, d'abord il je suis désolé, c'est sortait un avec culture. une chevrotine. Déjà, c'est pas un pétard, c'est autre chose. Ouais. Donc c'était du sel en général qu'il y avait dedans, et c'est parce que tu lui piquais ses pommes dans l'arbre. Il faut pas prendre des exemples à la con comme ça pour parler d'une généralité grave. Un gosse de 8 ans qui aujourd'hui peut tirer avec un gun, il y a pas ça en France. Hein. c'est surtout qu'aux États-Unis, donc c'est une culture protestante très inégalitaire. Ouais. On sait que ça joue, les quartiers afro-américains, c'est vraiment des ghettos. Donc ça joue beaucoup sur cette violence, je pense, plus que les armes. Mais après, les armes, effectivement, C'est d'ailleurs n'aident la pas à... première cause de criminalité. Mais d'accord, ça n'aide pas. c'est les Ça n'aide morts, pas à les apaiser hommes la- noirs la- assassinés Pour par revenir à d'autres Trump, parce qu'il noirs. faut qu'on hein. recentre. On va se recentrer sur Ouais. Trump et la Trump, paix. à s'il mon vous avis, plaît. n'est pas Il y en a un un qui a bon toujours président. pas parlé, c'est Edouard. Bravo pour. Alors, Alors, justement, d'accord. sur la question de Trump, je pense que, comme dit, le souci des États-Unis est qu'ils sont à la fois censés être les gendarmes du monde et à la fois qu'ils profitent en partie du chaos et qu'aucun autre acteur n'arrive à s'imposer dans le monde. C'est-à-dire que quand on regarde la diplomatie française, Macron a essayé de faire du en même temps sur la crise ukrainienne. C'est-à-dire, je soutiens l'Ukraine, mais en même temps, je veux parler à Poutine. Et au final, il est détesté à la fois des Ukrainiens et des Russes et tout le monde se moque de lui. Notre diplomatie, à l'époque, sous De Gaulle, la France arrivait à incarner une sorte de troisième voie entre l'Empire américain et l'Empire soviétique. Aujourd'hui, la France, personne ne nous écoute. Lorsque nous disons quelque chose, tout le monde s'en tape.
Et c'est le problème, c'est qu'en fait, il n'y a personne d'autre que les Américains pour faire de la diplomatie au niveau du le monde. paradoxe de Trump, ok, j'entends. Le paradoxe de Trump, c'est qu'il veut la paix. C'est d'après une analyse à peu près unanime autour des micros, c'est qu'en réalité, il ne fait rien pour véritablement l'avoir. Mais il y a un autre paradoxe. Il fait rien, mais il fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Oui. C'est pas qu'il ne fait rien. Le tango diplomatique. Son rapport aujourd'hui à Poutine, rapport avec Poutine n'a rien à voir à celui qui était avant. On ne se parlait pas. Là, il s'appelle en fait toutes les semaines, je pense, beaucoup plus. Ils se sont vus. Si demain Poutine. Donc ça, c'est une amélioration pour vous. Hein. Énorme. Oui. On a brisé même si ça n'a pas de résultat. Le blocage psychologique. Oui. Mais il y a eu des résultats. Mais après... Le problème, c'est qu'il défend en même temps 2 positions contradictoires. C'est ça le problème. Mais pourquoi ? Parce qu'il serait énormément évolué dans la. Mais ce que je n'arrive pas à savoir, c'est si en fait son soutien de la position néocon est en fait subi ou qu'il n'a pas choisi dans sa tête de stratégie. Moi, je pense qu'il a choisi une stratégie, et c'est ce que je défends sur les plateaux, parce que après son intronisation, le 30 janvier, Marco Rubio, son ministre des Affaires étrangères, fait une interview extrêmement importante avec Megyn Kelly, donc il le fait pour le compte de Trump qui vient d'être élu, où il dit... il jette la doctrine Brzezinski dans le lac en disant l'unipolarité c'est terminé, ça ne marche pas et demain ce sera un tripode avec nous, la Russie et la Chine. C'est ça qu'il dit. Donc le monde est désormais tripolaire. Le problème, c'est que cette doctrine qui est extrêmement claire et qui est une doctrine qui est sage et qui est saine, en fait, elle n'est pas appliquée dans les faits par Trump. Est-ce qu'il a besoin, par exemple, de dire que Poutine l'a trompé, etc. Si ce qu'il veut, c'est affaiblir les néocons, parce qu'il y a énormément à gagner d'argent, il y a beaucoup plus d'argent à gagner dans la paix que dans la guerre. Quand on dit qu'il gagne beaucoup dans la guerre, il a énormément plus à gagner à aller investir. C'est Trump à titre personnel ou c'est les États-Unis ? Non, c'est les États-Unis. États-Unis. Ce sont les mêmes qui financent les démocrates et les républicains. Les mêmes groupes financiers. Bon. Et un des problèmes de Trump, c'est d'arriver à les convaincre que d'enlever l'os du financement de la guerre que toutes ces hyènes ont dans la bouche, pour leur dire l'os de la paix sera beaucoup plus gros et vous gagnerez beaucoup plus à aller faire du business avec les Chinois, avec les Russes et avec les Iraniens, par exemple. Voilà. Alors, c'est ça. C'est ça. Mais... où il n'y est pas arrivé, où il ne sait pas où il est. Mais aujourd'hui, moi, je constate, j'étais plutôt content quand je l'ai vu arriver parce que je lui dis, il va nous servir. Non ça que je sois trumpiste, pas plus que De Gaulle était staliniste, mais il s'est dit, on va s'en servir pour nos besoins. Oui. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, je constate qu'il danse d'un pied sur l'autre et que, en fait, ce qui aurait dû être finalisé n'avance pas. Et c'est lui-même, encore c'est typique, il prolonge la guerre alors qu'elle est, en fait, il a fini à Anchorage. Tout le monde dit ça y est, on serre la pince, on va faire du business, les Américains vont aller en Russie, etc. Merci François, je vais faire un petit sondage parce que Trump demande le prix Nobel de la paix. Et encore hier au discours de l'ONU. Pour ne pas l'avoir. Ce qui est extraordinaire. Oui. Alors, sondage, qui des présidents américains a eu le prix Nobel de la paix ? Le plus récent ? Obama. Ouais. Ok, il y en a 3 autres. Alors, je pense que Roosevelt a dû l'avoir. Mais lequel Roosevelt ? Déjà, ma question... Franklin, je pense. Non, c'est pas Franklin, c'est l'autre, c'est Théodore, et c'est au début du XXe siècle. Bon. Il y en a eu un deuxième. Bon, là, je pense que c'est Carter. Alors, ça, c'est le 3e, vous avez raison, Carter, pour l'ensemble du début de son œuvre, on va dire. Ouais, hein. Et l'autre, c'est Woodrow Wilson, et c'est également au début du XXe siècle, dans les années 20. Et Trump, donc, veut avoir ce palmarès-là. C'est ce que je disais, comme un petit enfant gâté, les autres l'ont eu, moi je le veux. C'est ça. Non, mais ça fait surtout par rapport à Obama, je pense. Je trouve que c'est intelligent dans le cadre de sa stratégie pour gagner des midterms et puis pour consolider le pouvoir des républicains. Mais il faut simplement qu'il mette sa revendication en ligne avec sa politique. Or, il ne le fait pas. Or, ni en Israël ni en Ukraine, il n'arrive à obtenir quoi que ce soit. En Ukraine, c'est pas forcément que de sa faute, puisque si l'Union européenne et l'Ukraine et la Russie se mettent pas d'accord sur le Donbass, qu'est-ce qui est acquis, il a des marges de manœuvre qui sont quand même pas absolues.
Par contre, c'est vrai que pour Gaza, là, Israël tient par mais même en les Ukraine, Américains, donc là, il suffit qu'il arrête la couverture satellitaire, c'est fini. Il y a un moment donné, il faut Toi, C'est tu parles fini. de l'Ukraine, là. Hein. Ah oui, Ouais, il bien suffit, sûr. ça dépend de Trump. Mais Trump Gaza- l'arrête. Gaza, il suffit qu'il arrête de soutenir Israël. Oui, et là, la par guerre s'arrête contre, aussi. bien sûr. Encore sur l'Ukraine, je pense Ça a l'air sur plus Gaza, simple pour c'est- Gaza Ouais. que pour l'Ukraine. hein. Juste par rapport au prix Nobel de la paix, un prix Nobel de la paix, ça se donne, ça se réclame pas. Oui. Point Oui, barre. donc ça c'est point barre. déjà une preuve de mauvais goût et d'incapacité à l'avoir. Et d'inélégance. Oui, bien sûr. Bon. Ok, allez, messieurs, on a largement débordé les deux sujets. On va passer dans quelques secondes au coup de gueule et au coup de cœur. Et c'est Alexandre Achard qui commence. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Alexandre, coup de gueule ou coup de cœur pour commencer? Je vais commencer par le coup de gueule. Alors, on a tendance, c'est plus facile à trouver les choses négatives. Je sais bien, et c'est bien pour ça que j'ai mis un coup de cœur aussi. À Coup de chaque gueule, fois. c'est le manque de débat sur l'euro en France. Il est revenu sur la table récemment avec Jacques Sapir qui a témoigné qu'il avait rencontré Hollande et Macron. Il leur avait expliqué que l'euro était mauvais pour la compétitivité française. Je pense que tout le monde, enfin c'est assez évident que la monnaie est surévaluée. Et donc c'est là qu'ils ont décidé de faire le CICE pour tout simplement pour redonner de la compétitivité à certaines entreprises. Donc c'est l'éléphant au milieu de la pièce et personne n'en parle. Il faut attaquer sur ça. Il faut dire au NFP comme à Macron, oui, effectivement, si on a une monnaie surévaluée, on est obligé de faire de la dévaluation interne. Si on ne peut pas faire de dévaluation Vous interne. dites, c'est sortir, pardon, hein, la conclusion, s'il faut sortir de l'euro. Oui, évidemment. De toute façon, il y a la plupart des pays, ils ont leur propre monnaie, même le Venezuela, le Nicaragua, la Bolivie. Vous choisissez des exemples qui font très envie. Le Venezuela, c'était maladroit, mais la plupart des pays ont leur monnaie, donc pourquoi pas la France, qui est quand même un grand pays qui a un siège au Conseil de l'ONU. Alors je vais pas déborder trop. Pour le coup de cœur, ce sera plus la réaction de Bernie Sanders à l'assassinat de Charlie Kirk, Oui. qui était très propre. Il a juste dit... Bernie Sanders, pour le resituer, candidat aux élections présidentielles, au moins à 2, si ce n'est à 3 reprises, et situé très à gauche de l'échiquier démocrate. Oui. Même, hein. Et donc le jour même, il a dit que voilà, c'était un tragique événement qu'il fallait absolument condamner, qu'il avait une pensée pour Charlie Kirk et sa famille et qu'il fallait pas tolérer la violence en politique. Alors ça paraît très simple, mais voilà, il n'y avait pas de mais. Il est mort, c'est triste, mais n'oublions pas qu'il est de droite, donc quand même, c'est pas trop triste. Il n'y avait pas de mais, il l'a bien cherché, mais ça, voilà, c'était très propre, il n'y avait pas de mais. Et je pense que ça faisait du bien, parce qu'en France, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux il est mort, mais il disait quand même que les hommes, ils avaient des testicules, les femmes des ovaires, donc quand même, il vexait les gens, donc il l'a un peu mérité. Donc voilà, ça c'était très propre, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Édouard Bina, on commence par un coup de gueule ou un coup de cœur? Un coup de cœur, évidemment. Coup de Il cœur. faut toujours commencer par le positif. Très bien. Et moi, mon grand coup de cœur, c'était l'hommage à Charlie Kirk qui a eu lieu aux États-Unis, qui a été absolument parfait pour moi de voir comment réagissent les gens à cet assassinat. Et en fait, c'est à la fois le message d'unité, de rassembler les gens, de dire que nous devons nous rassembler derrière ce qui nous unit, c'est-à-dire derrière la patrie, derrière la nation. Nous devons revenir et essayer de pousser ce qu'il cherchait à obtenir, c'est-à-dire le débat, la discussion. Nous devons essayer de réunir le peuple américain, mais en même temps, nous ne pouvons pas faire l'unité avec des gens qui la refusent. Et c'est le message parfait. Nous devons réunir ceux qui le veulent, mais aussi apprendre à ceux qui refusent l'unité qu'ils doivent l'accepter. Et c'est ce que nous devons avoir en France. C'est-à-dire, quand nous voyons les gens qui refusent de faire nation, qui refusent de faire corps avec le reste du peuple français pour des histoires de « vous êtes des fachos, vous êtes des racistes, décidez ça », il faut les amener à revenir dans l'unité. Et c'était le message parfait de cet hommage. Et on remarquera d'ailleurs qu'il n'y a eu aucune casse, aucune émeute, aucune violence, qui montre bien la différence entre la droite et la gauche lorsqu'il s'agit de rendre hommage. Donc Okay, ça, c'était votre coup de cœur. C'était mon C'est coup de cœur. ultra bref, hein, c'est parfait. Continuez comme ça. Mon coup de gueule, par contre, c'est sur l'opération Drapeau, sur les manifestations tricolores, etc. Beaucoup de projets qui sont lancés, peu de choses qui s'organisent. Vous parlez en référence à ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Royaume-Uni. Hein. Oui. Et en fait,
les Anglais sont capables de mettre des centaines de milliers de gens, sinon des millions, dans la rue pour manifester et pour porter leur drapeau. En France, nous avons déjà honte de le sortir, ne serait-ce qu'un peu, et les gens ont peur de se faire traiter de fachos, de se faire agresser ou quoi que ce soit. Nous ne nous rendons pas compte à quel point notre jeunesse est notre drapeau. Et ça, c'est un problème. Et ça, il faut que chacun en prenne conscience qu'en fait, c'est normal d'afficher le drapeau tricolore, que nous devons être fiers d'être français, que cela devrait être un prérequis à droite comme à gauche, et à quel point ces jeunes-là ont besoin de comprendre que nous vivons dans un pays magnifique, pays qui a été construit par nos ancêtres, et que si nous n'en prenons pas conscience, si nous traitons cet héritage n'importe comment et que nous laissons d'autres personnes au pouvoir le traiter n'importe comment, on peut parler notamment de la tapisserie de Bayeux, qui est en train d'être exportée par Emmanuel Macron pour son bonheur personnel, il nous faut prendre conscience de cela. Et pour ça, il faut afficher nos couleurs, il faut afficher nos drapeaux, et il faut surtout afficher les gens qui les arrachent. Mais le drapeau français n'est ni de droite ni de gauche ou... Bien sûr. En fait, il n'est ni de non droite ni de gauche. Certains pourraient même dire qu'il était de gauche à l'origine, mais ce qu'il se passe actuellement, c'est ceux qui l'affichent sont de droite et ceux qui le retirent sont de gauche. Et c'est ça le problème. C'est que le drapeau était celui de l'unité de la nation. Pendant la Première Guerre mondiale, des royalistes aux communistes, tout le monde a fait bloc derrière le drapeau français, alors même que certains le rejetaient de base. Et aujourd'hui, en France, nous refusons de faire bloc derrière ce drapeau. Et nous avons toute une partie de la France qui crache allègrement dessus. Très bien. Merci beaucoup. François Martin, coup de gueule, coup de cœur. On commence par quoi ? Coup de cœur. Et j'en ai deux, en fait. Très bien, vous avez 1 minute 30 quand même. Hein. Mais ça va marcher. C'est vrai. Mon premier, c'est quand même Charlie Kirk, que je ne connaissais pas. J'ai découvert ce personnage extraordinairement intéressant. Un évangéliste, mais tout sauf un Billy Graham. Un type qui parle d'une estrade et puis qui fait monter des grands discours, etc. Tout sauf un idéologue, un type qui va tout seul dans les universités pour se taper les étudiants de gauche l'un après l'autre pour leur dire et la famille, et l'avortement, et ci et ça, etc. Un combat extraordinairement difficile, un type vraiment extrêmement intelligent et un type capable d'évoluer sur la question israélienne, ce qui est... par sa propre réflexion. Donc, pour moi, c'est une Jeanne d'Arc. C'est véritablement une Jeanne d'Arc. Et je pense que l'équipe de Trump va s'en servir pour ça. Bon, c'est clairement ça, parti pour ça. L'autre, c'est Macron. Oui. Macron. Votre coup de cœur, c'est Macron, j'ai bien entendu. Que je déteste par ailleurs, mais qui est capable d'avoir, comme tous ces hommes politiques, qui a senti un truc, et qui a senti, et qui a été jusqu'au bout de sa démarche de reconnaissance de l'État palestinien, alors qu'il n'y a que des coups à prendre dans ce genre de démarche, surtout en France, où la communauté juive est très importante. Il va se faire taper, et il se fait taper dessus de tous les côtés. On dit que c'est inutile, mais en fait, tout le monde lui tape dessus pour dire que c'est inutile. Ça veut bien dire que ça ne l'est pas. Ça veut bien dire que c'est une démarche symbolique, on le sait très bien, mais au rang politique, les démarches sont d'abord symboliques. Voilà, donc je développe pas, mais je trouve qu'il a eu une attitude intelligente et courageuse. Il faut lui rendre hommage pour ça. Pas pour le reste, mais pour ça. Voilà. Merci. Ça, c'était vos 2 coups de cœur. Coup de cœur. Coup de gueule. Coup de gueule, c'est Trump. Pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Trump est celui qui a les clés pour faire la paix et qui est incapable de choisir entre la paix qu'il dit souhaiter, pour laquelle il a été élu, et la guerre. Moi, je pense personnellement qu'à un moment donné, comme le type qui doit prendre l'avion dans 1 heure et qui négocie un contrat avec un autre qui a 1 mois, il va tout larguer parce qu'il aura besoin d'aller dans sa campagne électorale et il faut qu'il arrive en disant « voilà, j'ai fait la paix ». Donc, à mon avis, il ne fait que retarder l'échéance. C'est pour ça que je ne suis pas extrêmement inquiet sur le fond. En ce qui concerne l'Ukraine, en ce qui concerne Gaza, c'est autre chose. Je pense aussi que qu'Israël va s'effondrer, mais pour d'autres raisons que je ne développe pas. En tout cas, Trump est celui qui a les 2 clés. Et aujourd'hui, il approche une clé de la serrure, il l'enlève, il met l'autre, il l'enlève, il met la première. C'est lui qui est aujourd'hui le principal fauteur de bordel, je vais dire, ni de paix ni de guerre, mais les 2 à la fois de bordel. Et si on ne sait pas où on va, c'est parce qu'il ne choisit pas. Voilà. Donc, mon coup de gueule aujourd'hui, c'est Trump. Merci beaucoup. Philippe Pascot. Moi, contrairement à mes amis, je vais commencer par le coup de gueule.
et terminer par une note positive pour le coup de cœur. Je préfère travailler T'es comme sûr ça. qu'il y a des notes positives à dire? Oui, j'en ai quelques-unes. Mes coups de gueule, j'en ai deux petits, je vais être rapide. Mon premier coup de gueule, c'est contre le décret qu'a fait M. Bayrou, ex-Premier ministre, avant de partir, qui augmente les franchises médicales par 2. C'est-à-dire qu'au lieu de 0,50 centimes par médicament, ça va être 1 euro maintenant. Et le fait qu'ils vont aussi augmenter les franchises médicales pour les transports en ambulance. Ce qui est encore une aberration complète, puisqu'encore une fois, on tape sur les petits, on tape sur les pauvres, on tape sur ceux qui ont besoin de médicaments, alors de régler réellement les problèmes de santé en France. Et le deuxième coup de gueule, c'est contre l'Europe, parce que ça commence vraiment à me gonfler, qui apparemment, à partir de janvier, va nous obliger à déclarer, quand on va aller à la pêche, quel poisson on a pêché, les bars, les machins, de façon à ce qu'ils puissent référencer si on a pêché trop de poissons ou pas assez de poissons. Encore une fois... Ça, je dois dire, vous avez quand on a parlé juste avant, vous avez à la fois déclenché mon hilarité et mon incompréhension. Non, pas moi, parce C'est que vraiment... ça fait un bout de temps que j'étudie Elle l'Europe. déclare pas le nombre d'euros qu'elle a pêché. Mais non, à mais la oui, c'est pêche, ça le problème. à la pêche Alors, avec s'occuper contrat des Pfizer. Au lieu de s'occuper des chaluts, J'aimerais les SMS. les chaluts qui raclent le fond, de s'occuper de la pêche industrielle, s'occuper des Japonais qui pêchent des baleines dans des eaux territoriales. On s'occupe du pauvre petit pêcheur français qui va pêcher un bar, et si jamais il en pêche 2 et qu'il en a déclaré qu'un, on va lui filer une amende. C'est absurde. C'est débile. Oui, alors merci C'est beaucoup. plus facile de s'en prendre l'optique au gros, donc ils s'en prennent l'optique. Exactement. Bien sûr, et surtout de se préoccuper de ce qui est accessoire par rapport à ce qui est principal. Et juste le réalisateur, qui est vraiment très pertinent, a dit on croirait un article du Gorafi. Mais oui, Et je suis malheureusement, entièrement d'accord avec J'ai ça. vérifié et apparemment c'est vrai. Oh là là. Mais bon, tu sais, j'ai vu sur l'Europe, ils avaient, à un moment donné, je l'ai mis dans un de mes livres, ils voulaient imposer en France les grille-pains à une fente. Je vous jure que c'est vrai. C'est Parce qu'il y formidable. avait des études là-dessus et ils pensaient que la plupart des gens ne font qu'une seule tartine dans la... Ah oui, c'est ça. Ah, j'ai un grille-pain avec 2 fentes. Ah oui, mais Très emmerdé. l'Europe voulait un grille-pain. Enfin bon, bref, c'était les coups de Le gueule. délire bruxellois. Et mon coup de cœur, je vais être très rapide. Je conseille fortement aux gens d'acheter le livre qui s'appelle Le Grand Dérèglement, Oui. de 2 excellents journalistes qui ont bossé au Nouvel Obs, qui nous prouvent par A plus B, preuve à l'appui, que la France donne par an 270 milliards d'aides publiques à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Je dis bien, à des entreprises qui n'en ont pas. Le bouquin est moins formel que ça sur les 270 C'est vrai. milliards. Je vais citer un exemple. C'est la somme, dans tous les cas, La somme d'aides globale. distribuées à l'entreprise. Non aux entreprises. contrôlé derrière. c'est ça. Alors que, encore une fois, je le dis, tous les petits aujourd'hui sont hyper contrôlés. Les gros sont de moins en moins contrôlés, y compris les politiques. Je citerai juste un exemple par rapport à ça. C'est LVMH, ça vous parle? En 2024, ils ont fait 15 milliards d'euros de bénéfices. 15 milliards d'euros de bénéfices. Ils ont reçu plusieurs dizaines de millions de... 295 millions d'euros d'aides publiques. 295 millions d'aides publiques, dont 193 millions d'euros d'aide aux charges patronales. Ça peut être les alternances, par exemple, des choses comme ça aussi. Non. Les choses sont charges très... patronales. 295 millions d'aides publiques, 15 milliards de bénéfices. Non, Il y a un moment donné, on Oui, est c'est dans vrai que c'est- le machin. Et sur ces Un manque de 193... contrôle, tout ça. Sur ces 193 millions d'aides charges patronales, Milliards. Ah oui, pour LVMH. millions. Pardon, LVMH. millions. C'est donc l'État qui a payé à sa place. Vous me suivez? Donc qui est l'État? C'est nous. Ouais. Donc chaque Français a payé 5 000 euros de sa poche en 2024 pour payer les charges patronales de M. Arnaud. Non, là, À mon ça avis, ne il y peut a pas un être problème. 5 000 euros si c'est 180 millions alors qu'on est 65 millions. 193. Oui, donc c'est 5 euros plutôt. Je sais plus, Mais peu j'ai importe. plus les chiffres, mais c'est le bon, Français dans tous qui a les cas, payé. c'est significativement... Voilà, c'était mon Ouais. coup de gueule. Et j'ajouterais mon coup de gueule personnel parce que j'ai un ami qui est chef d'entreprise et qui me parlait des aides qu'il reçoit. Il m'a dit, je reçois des aides à la recherche et développement. Il me dit, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est ça. Et donc, il les encaisse, mais en réalité, il pourrait très bien faire ça. Alors que toutes C'est- les petites PME qui ont été obligées de faire des emprunts au moment du Covid, eux aujourd'hui sont dans la merde parce qu'ils ne peuvent pas rembourser. En France, il y a beaucoup d'impôts, du coup, on met des niches fiscales, mais c'est les grosses entreprises qui ont les moyens d'aller les C'est chercher la- qui les obtiennent. Du coup, C'est la grosse contradiction française. Merci, messieurs. Merci de votre première fois. Il y en Merci aura à vous. d'autres. Ah. Donc, à d'autres fois. Je dis la même chose à l'ensemble des auditeurs. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.